Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef, un nouveau portrait, celui du chef Claude Bosi. Alors voilà le off de cette rencontre, car ça fait des mois, 1 an presque qu'on essaie d'organiser ce rendez-vous qui au début devait avoir lieu dans son restaurant à Londres. Et oui, Claude Bosi est le chef du restaurant bien nommé Bibendum pour lequel il a décroché 2 étoiles. Et moi, quand on m'a parlé de lui, forcément, ça a éveillé ma curiosité. Pourquoi Londres ? Oui, car les racines du chef sont lyonnaises. Et c'est pas un chef qui a voulu récemment se diversifier en ouvrant une 2e adresse en Angleterre, non. Ça fait des années qu'il travaille là-bas. Et avant, il était dans la campagne anglaise. Et là, déjà, il avait décroché 1 étoile et dans un village. Bon, ouais. Moi, à ce stade-là, j'ai déjà envie de me retrouver face à lui pour savoir pourquoi tout ça. Donc ça a pris des mois et finalement, c'est lui qui a profité d'un passage à Paris pour s'installer devant ce micro. Et pour finir de tout vous dire, c'est dans la salle de l'étage au Lyonnais qu'on s'est retrouvés. Je les remercie au passage pour leur accueil. Et voilà ce que j'ai dit au chef quand je l'ai retrouvé dans ce restaurant. Je lui ai dit que cette salle, j'y avais déjeuné. Et je me rappelle très bien de ce moment-là. Dans cette salle, j'y ai fait des interviews, celle de Marie-Victorine Manoa. Je lui ai dit donc que cette salle, elle avait quelque chose qui faisait rejaillir l'émotion. Et ben devinez quoi ? La magie de cet endroit a encore opéré. Moi je suis David Ordonneau, vous écoutez Chef, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de celles et ceux qui écrivent chaque jour notre gastronomie. Et vous voilà donc prêt à entendre celle de Claude Bosi, un homme solide, très grand, qui a bâti une carrière outre-Manche avec une grande détermination, qui fait briller l'héritage culinaire français chez nos amis anglais depuis près de 30 ans maintenant. Un chef au grand cœur, qui très souvent sourit. Voici l'histoire de Claude Bosi. Si vous devez décrire votre cuisine aujourd'hui, ou l'endroit où vous vous trouvez en tant que chef, ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie d'exprimer, si on devait prendre une photo de vous aujourd'hui, on verrait quoi sur cette photo de ce qui vous caractérise, de ce qui caractérise votre cuisine ? Vous auriez envie qu'on voit quoi, en tout cas, d'aujourd'hui, de ce que vous êtes ? Je crois que c'est une des questions les plus difficiles à répondre. Sur tous les interviews qu'on peut faire, une question comme ça est jamais très facile. Donc je dirais que c'est une cuisine honnête, qui a une approche très personnelle. Mais je crois qu'honnête, c'est la meilleure façon de la décrire. C'est quoi l'honnêteté en cuisine ? C'est que ça correspond à l'intention ? L'intention, le respect du produit, une cuisine qui me fait plaisir à moi d'abord, par rapport à essayer de faire suivre une mode ou alors faire plaisir aux clients. C'est vraiment une cuisine que j'aime manger, que je veux faire pour moi. Et par rapport à ça, on essaie de faire plaisir aux clients. Donc je pense que c'est une cuisine. Si ça me représente moi-même, ça va être une cuisine qui s'en fout un peu des avis. C'est une cuisine qui va être, vous venez chez moi, je vous fais à manger. Enfin, c'est le cliché, vous voyez, vous venez chez moi, je vous fais à manger. Mais c'est vraiment sur cet esprit-là. Et ça fait 25 ans que je le fais, et voilà, j'ai jamais été un fan de trend, ce qu'ils appellent suivre les fashions. Je pense que c'est une réussite pour une catastrophe. Donc, je pense que c'est une cuisine honnête, qui s'en fout des avis. Qui vous ressemble. Voilà. Comme ma femme vous le dirait, Claude, il s'en fout vraiment de ce que les gens pensent. Et je pense que c'est la même chose au niveau de la cuisine, au niveau de mon approche. Mais un très grand respect pour les clients. Donc, énormément de respect et vraiment être humble, parce que je pense qu'on a une chance énorme d'avoir des gens qui viennent tous les jours chez vous et qui vous donnent ils ont travaillé pour faire cet argent et qui nous le donnent. Donc, je crois que faut prendre ça très, très, très sérieusement. C'est pour ça que je suis un peu difficile, mais c'est la façon que je le vois. Mais alors racontez-moi ce qui vous fait plaisir à vous en cuisine, parce que si vous vous dites que vos marqueurs, vous parlez d'honnêteté, mais on se parle d'authenticité finalement, de ce qui vous ressemble, de ce qui vous est proche, une cuisine qui vous ressemble, vous le dites. Oui. C'est quoi la cuisine qui vous fait plaisir à vous ? C'est une cuisine qui va me faire sourire, où je vais finir avec un bout de pain, alors le doigt dans l'assiette. Ça, c'est une cuisine. Et quand je fais des plats au restaurant, c'est la même chose. S'il me faut pas un bout de pain pour finir l'assiette, c'est pas le bon plat. Et voilà, ça vient de la générosité, la gourmandise, Mais ça peut être un plat très simple, quand je parle de gourmandise et générosité. C'est pas nécessairement très riche, mais c'est une cuisine qui va vous ramener peut-être un peu de nostalgie. Des plats que vous avez goûtés il y a très longtemps. Oui, hier soir, j'ai mangé une crème brûlée magnifique au Sancerre dans le 7e. J'avais pas mangé une crème brûlée comme ça depuis très longtemps. Et voilà, c'est ça. C'est magnifique.
si on remonte au plus ancien, est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemble l'environnement dans lequel vous avez grandi? On est où? Il y a qui? Et ça ressemble à quoi? Mes parents avaient un petit bistrot sur Lyon. Donc, ils ont acheté le bistrot, j'avais 8 ans, je crois. Par envie d'avoir son entreprise, d'avoir leur entreprise? Voilà, mon père il avait une compagnie de maçonnerie. Il faisait ça fait quelque chose de complètement différent. Et je crois que par rapport à son business, ils sont arrivés à un moment dur et ma mère peut cuisiner. Ma mère cuisine très bien. Et ils se sont dit, pourquoi on n'ouvre pas un bistrot? Et cette idée de plat du jour, ma mère allait au marché, elle nous emmenait à l'école le matin, elle allait faire son marché, elle revenait, elle faisait un plat du jour. Ça me fait marrer parce que là où on est, ces murs jaunes, c'était tout à fait ce qu'on avait à la maison par rapport aux cigarettes le matin. C'est vraiment le tabac, tout à fait les murs. Ouais. tout à fait. On n'avait jamais mangé à la cantine à l'école. On demandait à rester à l'école pour manger à la cantine avec les copains, mais on revenait à la maison, on mangeait. Les parents, ils voulaient pas. Non, on mangeait sur le bout au coin du fourneau, mais c'est vraiment. Ma mère avait un plan de travail avec mon frère. On mangeait sur un tabouret au coin du. Quand on avait fini, on allait débarrasser les nappes en papier, nettoyer les cendriers avec les serviettes en papier. Tu vois, c'est cet esprit de. Et j'ai adoré ça. C'est génial parce que ça raconte quelque chose aussi dans leur mouvement à eux déjà, même sans parler de l'éducation. C'est un couple qui se lance de manière autodidacte, avec une cuisine, j'imagine, ménagère améliorée finalement. Un seul plat du jour, on est dans une cuisine un petit peu du quotidien, certainement gourmande, peut-être un peu roborative, parce que quand on a un plat du jour, il faut que ce soit un plat qui nourrisse ceux qui viennent... En plus, bon, le bistrot de quartier, mes parents avaient des éboueurs aux gens qui travaillaient dans les bureaux. Donc, c'était vraiment un esprit complètement familial. Le vin arrivait, c'était le vin maison sur table, buvez à ce que vous voulez, on verra après ce que je vous charge. C'est dans cet esprit-là. Normalement, il y avait 2 entrées, un plat, un dessert, un fromage. Mais c'était une super bonne cuisine. Maintenant, est-ce que j'ai voulu devenir cuisinier à cause de ça? Je sais pas. En tout cas, ce qu'on retrouve, c'est l'idée de cette authenticité, de cette honnêteté, d'une cuisine qui vient telle qu'on est finalement. C'est ça, c'est le geste de votre mère. En l'occurrence, tout à fait. Et saisonnier au maximum. Ouais. Fin de l'épisode. C'est bon, on a tout compris. Voilà, tu vois, saisonnier au maximum. Tu vois, c'était un point où elle allait au marché, je me rappellerai toujours, elle allait au marché le matin, elle allait chercher son sac de baguettes ou de flûtes à la boulangerie. Après, elle allait au boucher, au verger, au légumier. Et c'est fait comme ça. Et elle, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et des trucs sympas, très sympas. Elle faisait les casse-croûtes le matin, elle faisait le foie de veau ou des tripes ou des trucs vraiment super. Ouais, j'ai eu énormément de chance. Et du coup, à cet âge-là, vous dites que l'idée de la cuisine n'est pas encore là. Comment ça se passe? Vous rêvez de quoi pour vous plus tard? Quand j'ai décidé de partir en cuisine, c'était un coup de bluff. Ah bon? Ouais. J'étais à l'école et... Même pas cap. Si, j'y vais. Non, c'était un peu comme ça. J'étais à l'école à 16 ans, j'en avais marre. J'ai jamais été très fort à l'école. Enfin, j'étais assez fort pour passer juste ce qu'il fallait faire, mais pas plus. Et le principal appelle mes parents et en disant, voilà, votre fils peut aller en 3e, mais on ne le veut plus dans notre école. Ok. Donc, mon père va à l'école, ils font ce rendez-vous et dans le bureau, je dis à mon père et au professeur, je dis, je veux plus aller à l'école. Et mon père me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors, vous aviez prévu le coup là ou c'est venu spontanément? Non. La façon que le professeur parlait à mon père, je me suis dit, attends, je veux plus aller à l'école. Ouais, goutte d'eau. Voilà. Et mon père me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, j'ai dit, je vais faire cuisinier. Moi, dans ma tête, on était au mois de juin. Je me suis dit, je vais passer juin, juillet, août, septembre, tranquille à la maison, dehors en vélo, de s'amuser. Et mon père, il était sûr, parce que tu nous vois bosser, tu vois ce qu'on fait, tu vois, c'est pas facile. Il dit, non, je veux le faire. Et on rentre. Il dit à ma mère, ton fils, il veut être cuisinier. Ma mère, elle a dit, mais t'es barjot, quoi. Tu vois pas comment on travaille. J'ai dit, non, je veux faire ça. Elle dit, OK. Mais mon père m'a toujours dit, mais si tu commences, tu finis. Tu sais comment je travaille. C'est pas juste pour faire ça pour 6 mois et tu trouves autre chose. Et j'ai dit, non. Je me suis dit, bon, j'ai mon été classé, j'aime bien m'amuser. 2 semaines après, il m'a trouvé du boulot. C'était un peu naïf, si je peux me permettre. Tout à fait. Mais bon, c'est l'âge, c'est normal. Tout à fait. 2 semaines après, il m'a trouvé un boulot. Il m'a mis dans une brasserie sur Perrache, en étant de Lyon, une brasserie sur Perrache qui s'appelait la brasserie du TGV. Un copain, lui, qui avait cette brasserie, et j'ai eu de la chance de tomber avec un chef extraordinaire qui avait son restaurant avant en dehors de Lyon avec une étoile et des problèmes de santé, il a été obligé de vendre et sa femme avait des problèmes de santé, ils ont été obligés de vendre. Il s'est retrouvé et il m'a pris sous son aile. Et j'ai fait 1 an, c'est un pré-apprentissage. J'ai fait 1 an avec lui
Il faut que vous me racontiez parce que là, on est parti d'un adolescent qui a une petite un sursaut d'audace et qui dit je vais faire cuisinier et puis Tout à oui je fait. vais tenir à celui qui va découvrir une réalité. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment quand vous découvrez la réalité de cette cuisine-là parce que c'est la première fois. Alors vous avez celle de vos parents, mais voilà c'est la première fois où vous vous décalez professionnellement dans un autre environnement. Vous voyez quoi? Parce que vous auriez pu vous dire oh là là, oh là là. C'était pas facile, mais il y avait ce groupe de copains et je me suis mis dans ce groupe tout de suite. Donc en tant d'adolescent, bon, mais j'ai toujours eu cette vision de bosser dur parce que mes parents bossent dur. Donc à mon avis, ça a jamais été une question. Ouais, c'était pas un sujet. Voilà, c'est comme ça que ça se passe la vie. Il faut bosser. Donc j'ai toujours bossé un peu dans cet esprit-là. Et puis je me suis entendu avec les gens bien tout de suite. Et c'est comme ça que je suis décidé à rester. Et puis vous voyez, quand vous êtes adolescent, vous êtes un peu un branleur. Faut être franc. C'est pas. Donc il a pris soin de moi et j'apprenais des choses nouvelles. Faire un feuilletage. Moi, je me rappellerai toujours de mon premier travail, mais je me rappellerai la première fois que j'étais au fourneau avec lui, mon boulot, c'était de faire des timbales de riz retourner dans l'assiette. Mais c'était Magique. magique, mais sûr qu'il y avait assez de beurre. Faut que ça se décolle mais que ça reste Tout à fait. ouais. Mais sûr c'était bien tassé. Un truc extraordinaire. J'ai adoré. Qu'est-ce qui tilte quand vous dites j'ai adoré parce qu'on voit encore dans vos yeux là cette lumière qui s'allume là. Qu'est-ce qui fait que selon vous, vous vous dites à ce moment-là, waouh, il y a quelque chose que j'adore. Il y a ces timbales, on en parle, c'est fascinant cette magie d'arriver d'un produit et d'une matière brute à quelque chose de fini, de dressé. Qu'est-ce qui, parmi tout ce que vous avez vu, selon vous, vous a fait dire et aujourd'hui encore, quelques années après, j'ai adoré. Faire partie d'une équipe. Je suis d'une famille italienne où on est très protégé en tant qu'enfant. Vous pouvez rester dans votre famille jusqu'à 25 ans. Hein. Votre mère va quand même vous faire votre vaisselle, vos linges, vous faire votre lit. Moi, je suis parti de la maison très tôt, mais je voulais aller faire les marchés avec des copains. Leur mère avait le marché. Mon père m'a toujours dit, tu auras le temps de travailler, amuse-toi, fais-toi plaisir. Donc, j'ai jamais vraiment eu cette occasion de faire quelque chose. Pas important, mais si c'était important en fait, parce que cette dariole de riz était très importante. Et quand quelqu'un vous donne ce trust, cette believe, vous vous sentez OK. Ouais, on vous fait confiance, Voilà. On vous donne du crédit. Voilà, tout à fait. Ouais. On vous donne un peu de crédibilité et on vous dit on a besoin de toi. Donc tu te sens à l'école, c'était toujours ceux qui veulent bosser devant, ceux qui veulent rien foutre derrière et laissez-nous tranquilles. Là d'un coup, on est considéré. Et voilà. Et ça m'a plu tout de suite. Et j'ai bossé dur pendant 1 an, pas être payé. Mais c'était même pas une question d'argent parce que mon père m'a toujours dit je viens d'une famille où ils n'ont pas eu beaucoup d'argent, ils en ont toujours pas beaucoup. Mais mon père m'a toujours dit, si tu mets une graine dans le sol maintenant, un jour ou l'autre, tu récupéreras ton fruit si tu travailles comme il faut. Et j'ai travaillé dans cette façon. Et on est parti et j'ai fait cette année. Et après, à la fin de l'année, le chef m'a trouvé une place au Léon de Lyon avec Jean-Paul Lacombe. Un 2 étoiles. Je vous êtes franc, j'avais jamais entendu parler du Michelin. Moi, j'avais 15 ans. Je faisais du BMX mes week-ends. J'avais jamais entendu parler du Michelin. Et à cette époque-là, il fallait faire un apprenti. On est dans quelle 88. Ouais, je suis 72, 88. Mais il fallait faire un essai en tant qu'apprenti. Mais là, on monte d'un step, d'un niveau, là, pour le coup. Là, c'était une brigade, c'était tout le monde en toc, c'était... Mais pareil, je me rappelle rentrer dans cette cuisine après faire mon essai et l'odeur des herbes fraîches dans le frigo quand vous rentrez. J'avais le chef de partie, c'est lui qui préparait les viandes. C'était encore cette génération où les viandes étaient préparées l'entremets. Il s'appelait Claude comme moi, donc il m'avait appelé un autre nom. Je m'appelais Franck parce que comme ça il n'y avait pas de confusion. Mais ça m'allait très bien et c'était vraiment magique, vraiment magique. Mais pareil dur en tant qu'apprenti au Léon de Lyon. Et M. Lacombe a été quelqu'un de magnifique. Des produits. J'avais jamais vu un artichaut. Vous voyez, à 16 ans, vous voyez pas un artichaut, une betterave. L'artichaut dans la cuisine italienne, normalement, tout à fait, mais c'est dans la cuisine italienne, oui, mais dans la cuisine lyonnaise, il y en a pas beaucoup. Il y a eu un filtre. Tout à fait, oui. Les artichauts Lucullus, on les faisait pas, donc c'était pas vraiment, c'était pas des produits qu'on voyait souvent. Ouais, donc là, il y a une splendeur de tout ce que vous voyez, quoi. Une découverte. Et la dureté, elle s'exprime comment dans la... Ok, il y a des horaires, j'imagine, peut-être de l'exigence. L'exigence, quand vous avez 15 ans ou 16 ans, c'est pas quelque chose que vous apprenez en dehors de vos parents. Les heures, d'avoir des copains qui ont le même âge que vous et quand vous allez bosser, ils vont s'amuser.
Ça, c'est pas facile à 15-16 ans. C'est pas facile. C'est la vie. Hein. Décalage complet. Tout à fait, décalage complet. Ouais. Mais pareil, on faisait partie d'une équipe. Je faisais partie d'une équipe. Comme je bossais, les gens prenaient soin de moi et j'ai adoré ça. Et après, c'était encore une époque où, de là, quand vous partez, vous écrivez encore des lettres pour aller dans d'autres maisons. Ouais, c'est ça. C'était encore cette époque-là. Et vous avez des lettres, vous attendez des retours et puis... Quand c'est comme ça, vous êtes chez vos parents, vous rentrez Non, mes parents avaient décidé de partir de Lyon et ils ont acheté un routier qui était juste en dehors de Lyon. Ah ouais. Donc je restais plus à la maison, je restais chez ma grand-mère. C'était parfait. Ouais. Je vais être franc avec vous, j'étais le roi du château. Hein. C'était vraiment un truc. Ah ouais, forcément. Vraiment passé 2 ans exceptionnels. Et quand j'ai fini au Léon de Lyon après mon apprentissage. Je me rappellerai toujours quand j'ai appelé mon père et que je lui avais dit que j'ai eu mon CAP. Il y croyait pas. Parce qu'il savait comment j'étais à l'école. Mais c'est le seul endroit où j'ai vraiment bossé dur pour réussir. Pourquoi il y croyait pas? Parce qu'il savait que à l'école, c'était pas mon truc et quand j'ai eu mon CAP, il était très fier, bien sûr. Fierté, ouais. Ouais, bien sûr, mais c'était pas, c'est juste parce qu'il a vu que vraiment je voulais le faire. Et de là, après, j'ai fini au Léon de Lyon. Monsieur Lacombe m'a envoyé chez Michel Rostand à Paris. Là, next level. On revient sur l'esprit de l'équipe et quelqu'un qui va vous prendre en main. Le chef de cuisine qui était très bien, mais son sous-chef, con. On se parle de comportement. Ouais, tout à fait. Une attitude à vous me pousser au lieu de vous aider à monter. Attitude très répandue, hein. C'est dommage parce que ça met des gens, ça sort des gens du métier qui peuvent le faire. C'est ce qui s'est passé avec mon frère. Mon frère voulait le faire et il est tombé dans une maison où ça s'est passé comme ça. C'était cette vieille façon où vous êtes un apprenti, on vous met la tête sous l'eau. Et au lieu de vous faire monter, de vous faire voir ce que le métier peut vous offrir et vous mettre dedans, ça s'est pas bien passé. Et après, je suis rentré sur Lyon. Mais c'est pas rien. Alors c'est pas rien parce que vous arrivez à Paris et déjà vous êtes jeune, vous découvrez Paris, vous venez de Lyon. Bon, Lyon, ça reste une grande ville quand même. Ouais, non, mais Paris, c'était. Mais Paris, vous découvrez, Paris, tout seul. Je connaissais personne. Donc, je me rappelle. Fini le roi chez la grand-mère. Ah ouais, j'ai bien une grande claque pour le coup. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, tout à fait, ouais, une grande claque. C'était vraiment revenu à la réalité. Et puis avec une réalité professionnelle où c'est difficile. Ouais. Ouais, non, une réalité où j'habitais au 7e étage dans une chambre de bonne. Vous aviez les toilettes dehors, l'évier sur le couloir. Et vous dites quoi dans ces moments-là? Pardon de faire une pause là-dessus, parce que vous partez, vous êtes dans des conditions qui sont... alors, vous êtes jeune et c'est plus facile d'être endurant quand on est jeune, mais ces conditions sont quand même difficiles. Et puis, vous êtes dans cette maison et il y a un mec qui vous met la tête sous l'eau non-stop. On va au boulot avec la boule au ventre. Enfin, on n'a pas envie de ça, là. Tout à fait. Et pareil, des gens avec qui on travaillait, des copains. On est devenus des copains et on se supporte les uns sur l'autre. Ça s'est passé au bout d'un moment où après, vous avez 18 ans, t'en avez marre. Il faut vous dire, c'est bon, j'en ai marre. Et je rentre. Et je suis rentré sur Lyon. Mais c'est dur comme décision à prendre, j'imagine. Vous savez, mais mon père m'a toujours dit quand j'ai commencé le métier, ta chambre sera toujours là. Et ce niveau de freedom, c'est exceptionnel. Vous savez que vous avez un pied à terre, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez toujours revenir chez vous. Et je crois que c'est la meilleure recommandation que vous pouvez faire à vos enfants. C'est pas l'argent, vous savez qu'on sera toujours là pour vous. Et si à quoi que ce soit, ton lit sera toujours là. Donc, vous avez la freedom. Mais non, 18 ans, vous avez rien à perdre. Vous avez rien, donc vous avez rien à perdre. Et ça vous permet de prendre des risques. Et c'est là que j'ai dit non, je rentre. Comment on part de cette maison quand on a cet âge-là? Ça s'est mal passé et qu'on décide de partir parce qu'on n'est pas d'accord, en fait. Parce qu'on sent que dans ce que vous dites non, en fait, ça non. J'étais pas prêt pour Paris. Voilà. La vérité, c'est que j'étais pas prêt pour Paris. J'arrivais de Lyon, comme on dit, Lyon, c'est une belle ville, mais après, vous auriez pu tomber sur quelqu'un de sympa c'est vrai. Mais ça vous aurait aidé aussi. Ça m'a pris, pour revenir sur Paris, ça m'a pris quand même 4 ans. 4-5 ans. Quand j'ai fait mon service militaire. J'ai appris à connaître Paris. Et par rapport à ça, après, je suis tombé amoureux de Paris et je suis resté là un peu plus longtemps. Donc, vous allez revenir et passer 4 années à vous dire, quoi, il va falloir que j'y retourne un jour? Non, de là, non. Oui, on m'a toujours dit, dans ce métier, il faut que tu ailles à Paris. Les villes de province, super, mais il faut aller à Paris. C'est là que ça se passe. Alors, il faut aller à Paris quand on a une ambition. Pour apprendre le métier. C'était même pas pour ça. Ouais. C'était vraiment, c'est pas une ambition d'avoir des restaurants étoilés ou des choses comme ça. C'était même pas dans cette idée-là. Hein. C'était vraiment pour apprendre le métier, il faut aller à Paris. D'accord, c'est l'école, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Tu vas apprendre la vie d'une vraie ville où
d'une vraie cité où tu vas avoir le boss des lunchs, toute la vie d'une ville un peu folle. Donc, j'ai fait mon service militaire à Paris et où j'ai passé 12 mois magiques. Et après, je suis allé... Pas de cuisine pendant le service militaire? Je travaillais pour un ministre. Il n'était jamais là. Donc, on a passé vraiment une année magnifique de rue de Varennes dans un ministère vraiment super. Et après ça, je suis allé travailler au Chiberta avec Philippe Da Silva, qui était un chef extraordinaire. Extraordinaire. J'ai fait 1 an avec lui avant qu'il parte aux gorges de Pénafort. Malheureusement, il a décédé, mais c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai fait 1 an, et après, quand le sous-chef a repris, je voulais voir autre chose. Et je suis parti à l'Arpège. Et M. Passard m'a appris à cuisiner. Alors, il faut qu'on parle de ça. Parce qu'évidemment, c'est une grammaire, c'est un homme, c'est une culture, c'est une vision. L'Arpège, c'est une maison sans nul autre, incomparable. Pourquoi vous y allez? Pourquoi vous décidez de pousser cette porte-là? Et à quel moment, est-ce que vous pouvez le situer? Parce que il y a eu 2-3 moments très importants à l'Arpège où le chef a décidé d'imprimer des mouvements dans sa cuisine qui ont été déterminants. Est-ce que vous vous situez, par exemple, à ce moment-là, après qu'il a décidé de passer au végétal, ou est-ce qu'on n'y est pas encore? Ah non, on n'y était pas encore. C'est ça. Donc on est sur une maison de rôtisseurs. Tout à fait. Moi, je voulais apprendre à cuire. Mon idée, mon rêve, a toujours été, un jour, j'aurai un restaurant, j'aurai une auberge dans la campagne, et les gens vont venir et apprendre. Je vais mettre un carré de veau à cuire, et ça sera ça sera le repas. Un peu dans l'esprit que ma mère avait quand j'ai commencé. Donc là, Alain Passard c'était un maître. Voilà, c'était la meilleure tape. J'avais fait des recherches et tout le monde m'a dit, si tu veux apprendre à cuisiner, des grosses pièces de viande, des poissons entiers, des choses comme ça, il faut aller à l'Arpège. On est en quelle année déjà? 95. Au milieu des années 90. Comment on arrive chez Alain Passard? J'ai envoyé une lettre. Et j'étais à l'armée, j'étais chez Bertha, j'ai envoyé une lettre. Et il m'a appelé, parce qu'à mon avis, il cherchait du monde. Il m'a appelé, il me dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis, je veux travailler chez vous, je veux apprendre ça. Il me rappellerait toujours, on était dans son bureau. Il me dit, tu sais, chez moi, je veux pas de grosses têtes. Je veux pas de gens qui pensent qu'ils savent tout faire. Je veux des gens qui veulent cuisiner. Et j'ai dit, oh, c'est ce que je veux faire. Et tout le monde m'a dit, Claude, l'Arpège, c'est une des maisons les plus dures de Paris. Entre Robuchon et l'Arpège, c'est une des maisons les plus dures, mais tu vas apprendre, mais c'est une des maisons les plus dures. Il y en a une qui est plus violente que l'autre, quand même. C'était différent, une dépression complètement différente. Ouais. D'une cuisine très régimentaire, sur une cuisine beaucoup plus naturelle, beaucoup plus ouverte, mais d'une rigueur énorme, plus personnelle par rapport à un chef qu'à un autre. Et en sortant du Chiberta, où Monsieur Da Silva était un gros fan de Monsieur Robuchon, donc c'était une cuisine... vous faisiez rien sans un livre de recettes. Sur une cuisine, vous arrivez dans un endroit, il n'y a pas de livre de recettes. Donc, je suis arrivé à l'Arpège, et je me rappellerai toujours. Un jour, le chef m'a demandé de faire une purée de fenouil. J'ai dit, sans problème. Et je dis à Pascal Barbeau, on travaille avec Pascal, j'ai dit, Pascal, elle est où le livre de recettes? Parce que j'arrivais dans un endroit où tu fais rien sans un livre de recettes. Il dit, Claude, il n'y a pas de recettes ici. On n'a pas de livre de recettes. J'ai dit, mais je veux que je fasse une purée de fenouil. Il dit, t'achètes du fenouil, tu fais une purée de fenouil. Et cette liberté, ça m'a amené là où je suis. Quoi, ce jour-là, vous vous êtes dit, tiens, c'est comme ça qu'il faut... Une belle maison, 2 étoiles, qui va avoir 3 étoiles. Et vous avez 20 ans, et un chef vous demande de faire une purée de fenouil qui est prêt à mettre sur sa carte ou à utiliser quand il fait son carte blanche. C'est une confiance énorme. C'est une réalité qu'on ne trouvait pas dans aucune maison que j'avais fait avant. Aucune maison, vous auriez pu faire un truc comme ça, c'est pas possible. Et c'est énorme. Et là, on se parle de la liberté parce qu'on se parle d'une cuisine qu'on qualifie grossièrement et facilement d'auteur. Mais c'est un peu ça, finalement. C'est ce geste libre. Et d'ailleurs, le geste et la main, il en parle tout le temps, Alain Passard. Vous parlez d'une maison dure et exigeante. Cette liberté, elle a un prix. Comment il se comporte le chef quand vous les faites, ces purées de fenouil? Comment, justement, vous passez la validation d'un maître comme Alain Passard? Ça prend du temps, j'imagine. Ouais, ça a pris du temps. Un jour, je me rappellerai, je suis allé le voir, il était en salle un vendredi soir. On avait fermé. Et j'ai dit, chef, je crois que je vais partir. J'ai dit, en ce moment, tous les jours, je suis pas bon. Tous les jours, je prends une raclée. C'est tous les jours ce que je fais. Et Monsieur Passard ne crie pas. Je crois que je l'ai vu hausser sa voix peut-être une fois en 3 ans avec lui. Vous voyez, c'est vraiment... et encore, c'était sur une bêtise. Mais c'était vraiment... J'ai jamais vu crier.
Je dis, chef, je crois qu'il faut que je parte. J'arrive pas à donner ce que vous voulez, c'est pas pour moi. Il me dit, non, Claude, reste. Ça va bien se passer. Et Monsieur Passard, c'est quelqu'un qui va vous remettre en question toutes les semaines, tous les jours. Mais pourquoi vous avez le sentiment de pas être à la hauteur? Parce que par rapport à ce que je faisais, ça avait pas l'air d'aller, ça allait pas de... Ça, je sais pas, c'était quelque chose par rapport à la façon qu'il me le disait ou qui me faisait sentir. Ça passait pas, c'est pas... Je travaillais dur, je faisais ce qu'il fallait. Dans ma tête, je faisais mais mon avis, je faisais trop... C'était pas naturel. Parce que vous aviez pas les clés? Voilà, c'est possible. C'est possible. J'arrivais d'une cuisine qui était toujours très structurée, où la freedom était interdit. Ouais. Vous n'aviez pas droit à la liberté. Sur une cuisine où vous arrivez, vous avez la liberté de faire quelque chose de magique. Donc il s'agit de se réapproprier une cuisine, de trouver un geste qui soit naturel. Mais ce qui est compliqué aussi, parce que ça peut pas être que le vôtre, puisque c'est lui qui signe et il faut que ça... Il faut vous mettre, et au moment où vous avez ce déclic, c'est un endroit magique. Alors voilà, on en vient à ce truc. Racontez-moi ce déclic, parce que forcément, il arrive. Quand il vous dit « Non, tu vas y arriver, reste », vous restez. Ouais. À quel moment ça va se déclencher? Monsieur Passard, c'est quelqu'un de très intelligent. Quand il va vous mettre la pression, c'est-à-dire pas la pression méchamment, mais vous remettre en question plus que la pression. Il voit au bon moment, vous allez craquer, donc il va passer sur quelqu'un d'autre. Il avait une rotation. On disait toujours avec Pascal, ça va commencer à la volaille, ça va arriver à la grillade, ça va passer aux légumes, on savait qu'une fois par mois, au bout d'un moment, on le savait qu'une fois par mois, il allait travailler sur vous pour vous remettre en question. Pas pour être méchant ou quoi que ce soit, mais vraiment pour vous faire comprendre que la cuisine, c'est pas... Pour vous challenger, vous stimuler. Voilà. La cuisine n'est pas écrite. La cuisine, c'est un produit que vous allez avoir et qui va être super aujourd'hui, mais demain va être différent. Et il faut s'adapter, Et c'est ça qui m'a appris. Et par rapport à ça, après, on fait 3 ans, il va faire des menus, il faisait des menus carte blanche, il savait ce que vous aviez dans vos frigos, et par rapport à ce que vous aviez dans vos frigos, dans chaque section, il arrivait à créer des plats au moment, mais j'ai vu des choses extraordinaires. Des sauces qu'on avait prévues pour un plat, qu'il allait mettre avec un autre plat, mais des trucs, il m'a vraiment appris la cuisine. Ouais, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que vous apprenez là? On sent que le mot qui revient en premier lieu, c'est la liberté. Quand vous déclarez, quand vous racontez ces moments de service où on décide d'intervertir des choses ou de faire qu'un dialogue qui n'était pas évident se passe dans une assiette, on sent que c'est ça, qu'il vous ouvre une porte qui vous fait comprendre que, en fait, oui, La cuisine, c'est pas dans un cadre. Cuisiner, c'est comme un artiste qui va vous prendre un tableau blanc, qui va dessiner ce qu'il veut faire dessus. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Comment on quitte Alain Passard? C'est pas facile. Pourquoi vous le décidez? Je voulais voir autre chose. Ça faisait 3 ans. Ouais. Et je faisais partie de l'équipe qui a eu la 3e étoile. Donc, vous avez vécu ça? Ah ouais, en 96. Donc j'étais de 94 à 97. Et j'avais toujours voulu aller travailler chez M. Ducasse à Monaco. Au Louis XV? Au Louis XV. Ça a toujours été une de mes maisons quand j'étais en France. Je voulais travailler chez M. Ducasse. J'avais un copain avec qui on habitait dans le même immeuble, qui travaillait pour Robuchon. Et quand Robuchon a vendu Raymond Poincaré, que Ducasse a repris, il cherchait du monde. Il me dit, Claude, on cherche du monde au Raymond Poincaré. C'était Laurent Gras dans le temps. Un très, très grand cuisinier. Complètement différent, mais vraiment une grande personne. Et il m'a dit, si tu veux, ça fait 3 ans. Il faut que je bouge. Et je suis arrivé chez M. Ducasse. Et quand j'ai dit au chef, chef, je veux apprendre autre chose, je veux bouger. Il me dit, ok, Claude, tu veux faire quoi? Il me dit, je veux aller chez M. Ducasse. Et dans le temps, c'était un peu des clans, vous savez, il y avait ouais. Donc il me dit, Monsieur Ducasse, tu sais, non, je dis non, je veux aller à Monaco, je veux voir autre chose. Il me dit, sans problème. Et je me rappellerai toujours. Il rentre en cuisine, et il dit à Pascal, il dit, chef, vous avez parlé avec Claude, il veut partir. Il dit, t'en fais pas, il est pas parti tout de suite. Ça m'a pris quand même 9 mois pour partir. Hein. Ah bon? Pendant 9 mois, il m'a gardé en plus. Je vais faire 2 ans, j'ai fait 3 ans parce qu'il m'a gardé. Il m'a gardé encore 9 mois. Hein. Parce qu'on était court en cuisine et puis ça m'a pris entre 6 et 9 mois pour partir. Ah ouais, parce qu'il y a une emprise. Il vous dit, j'ai besoin de vous. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis, sans vous le dire même. Voilà. La façon où vous travaillez, vous faites partie d'une équipe. Et vous pouvez pas partir de cette équipe si l'équipe est pas solide. Vous avez
ce devoir. Ah, mais c'est toujours difficile, même 9 mois plus tard, du coup. Non, se fait dans la ça douleur. pourrait être... Moi, je me rappelle être retourné après les voir. J'arrivais d'une maison où Freedom était le DNA de la maison, où j'ai retourné dans une maison où c'était... Mais super, hein. Mais la maison, M. Ducasse, quand j'ai travaillé au Raymond Poincaré, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Où vous travaillez à l'Arpège, je vais travailler avec un cabillaud, et vous allez chez M. Ducasse et vous travaillez avec le turbo, les meilleurs produits que vous pouvez trouver dans le monde. Donc, quelque chose que j'avais jamais fait. Mais moi, l'idée, c'était d'aller à Monaco. Et ils m'ont dit, si tu veux aller à Monaco, il faut faire à Paris d'abord. C'est là parce qu'ils avaient besoin de monde à Paris. Ouais. Donc, j'ai dit, OK, je vais à Paris. Combien de temps ça va durer? Pas longtemps. J'ai fait 9 mois. J'ai fait 9 mois chez M. Ducasse et ils m'ont viré. Je me suis fait virer par Jean-François Piège, une personne culinaire exceptionnelle, mais de rapport humain Compliqué. très compliqué. J'avais cherché le mot, vous m'avez sauvé. Compliqué. Disons que c'est une... Oui, on l'entend. Jean-François Piège est une encyclopédie culinaire énorme. Ses techniques, son knowledge, mais rapport humain, zéro. Et c'est pour ça que c'est pas bien passé. Mais j'ai beaucoup de respect pour Jean-François. Hein. À la fin, il m'a viré, je suis content parce que je suis là où je suis. Donc, et je suis parti au mois d'octobre. Et quand Laurent Gras est parti au mois d'août, j'ai fait un peu de temps avec Jean-François. Et après, il m'a dit, Claude, un service, j'ai pété les plombs. Et il m'a dit, on parle pas comme ça dans les maisons de M. Ducasse. Il me dit, tu vas au Relais d'Auteuil, à côté, où tu pars. Et je suis allé au Relais d'Auteuil pendant un petit moment. Et puis après, je suis parti. Puis je suis parti en Angleterre. Et en Angleterre, je suis arrivé. C'est vous qui décidez, pardon de vous dire ça, mais là, on se parle du caractère de Jean-François Piège, mais c'est vous qui, à un moment, pétez un plomb en cuisine, quoi. Ouais, c'est bon. Parce que vous n'acceptez pas le... Non, c'était... Dans un sens, si vous comprenez un peu la cuisine, pas la cuisine, mais la façon qu'une cuisine se fait, c'était un nouveau chef de cuisine. J'étais un des derniers de la cuisine de Laurent Gras, donc il voulait refaire une équipe. Et il a fait tout pour me pousser, voilà, c'est pas... Est-ce que c'est la bonne façon? Non, il aurait pu me dire, Claude, écoute. Oui, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie d'une nouvelle équipe. Il aurait pu faire différemment, vous voyez. Mais il a fait tout pour me mettre et vous pousser à la faute, en fait. Voilà. Ouais. Et puis, c'était facile dans une maison comme ça. Hein. Ouais, donc, c'est pas un souci. Et puis, je suis parti. Mais j'ai passé un moment extraordinaire là, chez M. Ducasse. Hein. Vraiment... Et Laurent Gras, une grande personne. Pareil, rapport humain difficile, mais techniquement, cuisinier. Et puis, si vous voyez bosser, il avait énormément de respect pour vous. C'est ça que j'ai apprécié. C'est quelqu'un qui va vous voir bosser, il va vous dire, OK, il y a un potentiel là. Donc, in fine, tout ça, ça va vous amener à Londres? J'en avais marre. Je voulais partir. Comme je suis parti de la maison très jeune, j'ai dit, je vais aller voyager. Je voulais partir aux États-Unis, mais aux États-Unis, il fallait faire un visa, il fallait avoir de l'argent de côté. Quand vous avez 20 ans, vous avez travaillé dans les grandes maisons, l'argent de côté, c'est pas quelque chose que vous avez. Puis en plus, à Paris, c'est pas facile. Donc, je me suis dit, je vais partir en Angleterre. Et en 97, j'étais chez mes parents et je dis à mon père, je vais partir en Angleterre. Il me dit, en Angleterre, tu vas apprendre quoi? Et il ne savent pas cuisiner. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, alors que c'est une scène qui, à l'époque, est en train de se développer. Ouais, c'est énorme maintenant. Mais on le sait pas en France. Non. La notoriété, c'est la réputation de la cuisine anglaise est catastrophique. Ah ouais. Alors que... Non, ça a changé. Ça a bien changé. En 27 ans, 28 ans, ça a bien changé. Ouais. Mon père me dit, mais ils savent pas manger, ils savent pas cuisiner, tu vas apprendre quoi? Je dis, je vais apprendre l'anglais, je veux me casser aux États-Unis. Il me dit, OK, pars. Et je vais voir une agence et le gars, il me dit, OK, je veux aller en Angleterre, mais je veux pas aller à Londres. J'en avais marre des grandes villes après ce qui s'était passé à Paris. J'ai dit, je vais faire autre chose. Et puis aussi, à Londres, c'était très facile de parler en français tout le temps. Donc, je voulais vraiment... Parce que quoi? Parce que communauté française... Communauté française, j'aurais habité dans un quartier français, puis après, c'était fini. Donc, une agence de recrutement m'a trouvé un boulot dans un hôtel, dans la bordure du Pays de Galles. Et c'était un petit hôtel. Je lui dis, OK, là, comme ça. Je lui dis, ça va l'air d'être assez loin. Je dis, j'y vais. Et je suis arrivé là-bas avec mon sac. En novembre 97, au milieu d'un village qui avait 6000 habitants. Un truc de fou furieux. Moi, je pensais que vous alliez me vendre l'épopée londonienne. Ah non, j'avais déjà la musique des Beatles dans la tête. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis arrivé au milieu de la campagne anglaise et novembre 97. Et
Et le manager qui est venu me chercher, il était en retard. J'ai dit, s'il n'y arrive pas, quand le train part dans le sens, je rentre. Ah ouais. Il est arrivé. il est arrivé. Et il m'a emmené. Il parlait français, donc c'était super parce que je parlais pas un mot d'anglais. Et on a commencé à bosser comme ça. Et c'est quoi la cuisine que vous délivrez à ce moment-là ou qu'on vous demande de délivrer? Non, on m'a rien demandé. Moi, j'étais en tant que sous-chef. Donc, je faisais la cuisine du chef de cuisine qui était là. C'était une cuisine anglaise où voilà. On faisait éventail de melon au mois de décembre avec des framboises dessus. C'était un jus d'orange en entrée. C'était vraiment le typique country house hotel avec les side veg à côté, les légumes de côté, les légumes bouillis de côté. C'était vraiment un truc. J'ai dit, wow, ok, je suis là pour l'anglais. Tu vas rester 5-6 mois et après tu te casses. Et le chef devait partir. Et les propriétaires, un couple est vraiment, vraiment exceptionnel, m'a dit Claude, par rapport à ton CV, parce qu'il a vu mon CV, par rapport à ton CV, est-ce que tu peux nous faire un menu pour voir ce que tu sais faire? Mais il m'avait pas dit que le chef partait encore. J'ai dit OK. Et le chef était de congé, je leur ai fait le menu. Il y a quoi dans ce menu? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faites? Je me rappelle, il y avait un pigeon au navet et vanille, il y avait une raviole de légumes au basilic, il y avait un foie gras que j'avais travaillé aux pommes et réglisse. Donc, vous savez, quand vous avez 20 ans, vous avez des influences que vous prenez des maisons où vous avez travaillé. Le foie gras réglisse, c'est quelque chose qu'on faisait à l'arpège. C'était vraiment... mais je pouvais le cuisiner, comment c'était pas... Donc, j'ai fait des plats comme ça. Et puis, ça a plu aux propriétaires. Et ils m'ont dit, voilà, le chef de cuisine s'en va. Est-ce que tu veux prendre la place? Et je me suis dit, chef de cuisine, il y a personne qui va m'emmerder, là. J'ai dit, oui, sans problème. Et j'ai pris les cuisines au mois de février. Mi-février. Et après, on faisait des plats où c'était une cuisine française, sans side veg, sans légumes de côté, sans rien. C'était vraiment tout dans l'assiette. Et j'ai fait... Super, ils vous donnent votre... Ah oui, mais le business tombait. Hein. Les locaux n'aimaient pas, ça allait pas. Et je me rappelle m'asseoir dans le restaurant avec eux et j'ai dit, si vous voulez repartir sur vos légumes de côté, on le fait, c'est pas un souci. Ils me disent, non, on a décidé de faire ça, on le fait. Balèze. Ah ouais, énorme. Donc, j'ai commencé au mois de février et au mois de janvier, je pars à Miami avec mon frère. On était en vacances. Je reçois un coup d'appel du propriétaire. Claude, on a reçu une étoile au Michelin. Je dis quoi? Je dis oui, on a une étoile au Michelin. Il y a les journalistes dehors, un truc de fou furieux. Ah, j'ai dit, waouh, ok, je rentre bientôt. J'ai dit, j'ai une étoile. Super. 97, j'avais 25 ans. Étoile dans cet endroit où c'était inattendu, où il y avait personne, où les gens autour se disent mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, c'est... Ah ouais. Il y a un avant et un après, j'imagine. Quand vous avez une étoile, il se passe un truc après. Le business change. On se dit finalement, le petit français. Ah ouais. Non mais un truc à raconter. Vous savez quoi? Sans ce trust, des gens pour qui je travaillais, on n'aurait jamais pu le faire. Il y aurait beaucoup d'endroits. Ils ont eu confiance. Tout à fait. Ils ont dit, ils ont vu le potentiel et ils se sont dit non. Et sans eux, je serais pas où je suis maintenant. Ils doivent se dire la même chose aussi. Ouais, c'est possible. Mais ils ont vendu, puis ils ont bougé complètement. Bien sûr. Mais c'était une famille. C'était une famille ils ont eu confiance. Pareil, je bossais. Donc à un moment où vous bossez dur, ils savent que. Puis j'ai toujours travaillé dans l'esprit. C'est comme si c'était mon restaurant. J'ai jamais fait ça. C'est pas moi qui paye ou quoi que ce soit. Ça a toujours été dans l'esprit. Ça peut être si on fait pas comme il faut, il y a plus d'argent, ils peuvent plus nous payer, on n'a plus de boulot. Donc voilà, donc c'était vraiment très simple. Donc j'ai toujours travaillé dans cette idée. Et vous rentrez, donc vous avez cette étoile, et il y a des gens, des interviews avec la presse anglaise. Je parlais pas un mot de français, pas un mot d'anglais, mais c'était une catastrophe. Well. Mais on était dans un endroit à Ladlow où il y avait de plus d'étoilés en Angleterre, en dehors de Londres. Ah, drôle. Donc, on était 3 restaurants avec une étoile Michelin dans une ville de 5000 habitants ou 6000 habitants. Donc, pas mal, dis donc. Donc, le Michelin avait fait une histoire en faisant comme ça, et ça avait créé ce buzz à propos de la ville. Donc, on a bossé super bien. Attendez, il faut que vous me racontiez un truc quand même, parce qu'on en parle et c'est une référence depuis tout à l'heure. Mais quand une étoile vous tombe dessus, et en plus là, vous ne vous y attendiez pas du tout, vos parents. Oh, mes parents étaient fiers, bien sûr.
Ah, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ému? Ouais, tout à fait, ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on dit à ses parents qui n'ont pas vu venir, je viens d'avoir une étoile. Ah ouais, non, c'est vraiment quelque chose de spécial. Pour des Français, Michelin est tellement important que c'est d'arriver d'une cuisine de bistrot, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mes parents étaient très fiers. Alors après, du coup, comment ça s'écrit? Donc, il décide de vendre, et je me suis dit, j'ai eu la chance une fois, je sais pas si je vais avoir la chance une deuxième fois. Et un coup de bluff, j'étais avec une fille, j'ai dit, je veux voir mon restaurant. Comme ça. Je vais essayer de trouver mon restaurant. Et j'ai un ami qui avait un restaurant dans le même village où j'étais, et qui me dit, Claude, j'ai appris que tu veux acheter un restaurant. Si j'ai pas l'étoile au mois de janvier, je te vends mon restaurant. Dans ce petit village? Dans le même village. Ils ont tous ambition, c'est le village des étoiles. ouais. Il me dit, si j'ai pas une étoile à la fin de l'année, je te vends mon restaurant, ça t'intéresse? Je lui dis, mais tu veux le vendre? Mais il était magnifique. C'était un vieux coach house qui était vraiment, vraiment magnifique. Je lui dis, waouh, ok. Mais je lui dis, t'en veux combien? Il me dit 40 000 livres. Bon, 40 000 livres en 99, ça n'a pas l'air d'être beaucoup d'argent, mais quand vous avez rien, c'est énormément. Hein. Ouais. C'est énorme. Je lui dis, ok. Donc, il n'a pas eu l'étoile, il m'appelle, Michelin sort le 26 janvier, le 27, il m'appelle, il me dit, Claude, t'es toujours intéressé? Je dis, oui. Je dis, écoute, j'ai pas l'argent. Je vais voir ce que je peux faire, et puis, et je le prends. Je vais voir une banque. Elle me dit, vous avez quoi? Je dis, j'ai pas grand chose. Elle me dit, je vous donne la même chose. J'ai dit 60% de ce que vous avez, parce que on vous connaît par rapport à la ville, on sait ce que vous avez fait, mais on vous donne 60% de ce que vous mettez sur. Moi, j'ai rien, donc elle me dit, voilà. Une fois, deux fois. La troisième fois, avant que j'aille voir la banque, je vais voir ma banque personnelle. Et je dis à ma banque, par rapport à mon salaire, qu'est-ce que je peux avoir en tant que loan privé, en tant que crédit privé? Ils me disent, vous avez le droit à 15 000 livres. Il me dit, c'est pour quoi faire? Je dis, je veux acheter une voiture. Il me dit, sans problème. Je vais voir une autre banque. Et la banque me dit, OK, qu'est-ce que vous avez? Et je leur dis, j'ai 15 000 livres. Et il me dit, OK, faites-nous voir vos bank statements pour voir que vous n'avez pas de crédit ou quoi que ce soit. Et je leur fais voir mes bank statements, mes relevés bancaires. Il me dit, non, pas de problème, on vous donne 60% de 15 000. Je dis, super. Je retourne à ma banque, je dis, voilà, j'ai besoin de l'argent pour acheter ma voiture. Il me donne l'argent, je vais dans une autre banque, je le mets sur le compte, et c'est comme ça que ça a commencé. Drôle. Et par rapport à ça, après, j'avais la moitié de ce qu'il fallait. Et mon pote, je lui dis, écoute, voilà, j'ai ça. Il me dit, écoute, je n'ouvre pas mon autre restaurant tout de suite. Garde tout. Garde les tables, garde les chaises, garde les assiettes, garde tout. Et puis, quand j'ouvre mon restaurant, j'en aurai besoin. Donc, on a ouvert, on a bossé tout de suite. Et chaque argent que je faisais, j'achetais l'argenterie, j'achetais les jupes pour les nappes, j'achetais les chaises. Et on a commencé comme ça. Donc, on a ouvert en mai 2000. On a eu la première étoile en janvier 2001. Et la deuxième étoile, 3 ans après. Vous n'êtes pas, je pense, blasé à ce moment-là, mais quand une étoile vous retombe dessus. Ah non, c'est plus de pression. Une deuxième fois. Et ouais, et puis là, c'est chez vous. Ah oui. C'est pas rien quand même. Beaucoup plus de pression. Ouais. Quand vous n'en avez pas, c'est bien. Oui. Mais quand vous en avez une, vous voulez la récupérer. Mais mon idée a toujours été, je veux 2 étoiles. Ok, mais là, vous en avez une. Mais ouais, j'en avais pas. J'ai ouvert Hibiscus, on en avait 0. pas. Donc, une étoile qui tombe, plus une deuxième, très rapidement. Ouais. Coup sur coup. Ouais. Donc, il y a une confirmation quand même d'une année sur l'autre. Et puis là, vous êtes chez vous. Donc, j'imagine qu'il y a une attention, il y a des clients, il faut monter en gamme, il faut maintenir. Ouais. On bossait super bien. Des gens qui bossent bien, il y en a. Hein. Non. On était arrivé à construire une clientèle qui nous suit et qui me suit maintenant, qui est super. On avait les parents qui venaient me voir à l'Adlo, leurs enfants viennent me voir maintenant à Londres, et ils venaient avec c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il n'y a que dans la restauration, vous voyez des choses comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Et les gens viennent pour vous. Tout à fait. Et les gens viennent pour votre cuisine. Ouais. Et à ce moment-là, votre cuisine, vous en parliez souvent quand on démarre, on fait la cuisine des autres, de ceux qui nous ont influencés, de ceux qui nous ont appris. Souvent, les chefs disent et me disent, je cuisine avec les vestes des chefs qui m'ont appris les choses. Et petit à petit, je les enlève pour me retrouver moi-même. À ce moment-là, quand on a 2 étoiles, c'est que on commence à exister par soi. Forcément, le Michelin ne va pas consacrer par 2 étoiles une cuisine qui serait empruntée, qui ressemblerait à celle d'un autre. Non, c'est une cuisine d'auteur. Et donc, cette cuisine-là, la vôtre, elle ressemble à quoi à ce moment-là? C'est une cuisine qui prenait des risques par rapport au DNA que j'avais appris avec l'arpège. Il n'y a pas de frontières.
Donc, on va essayer, ça va marcher, ça va pas marcher. Cette liberté, La liberté. Et c'est le DNA de ma cuisine. elle se cristallise dans quoi? Des associations, Des associations, la saisonnalité, les associations, une grosse consistance, une grosse régularité. Mais c'était vraiment un mélange de goûts, des choses que je me rappelle avoir fait des goûts, je me dis, mais ça peut pas marcher, ouais, c'est des trucs qui vont pas marcher, mais des trucs où ça va marcher. Et vous repensez à des choses, là, vous repensez à des choses. Je pensais un jour, j'avais fait un sorte de pied de cochon aux crevettes et eau de rose, un truc de fou. Mais c'était dégueulasse. Mais voilà, mais c'est des risques que vous allez prendre. Et des fois, et quand vous êtes jeune, gars, j'avais 29 ans quand j'avais eu ma 2e étoile. Donc, j'avais encore pas passé la trentaine. On était sur un point où, Beaucoup de démonstrations, envie d'essayer, et des fois, vous prenez des claques, hein. Je veux dire, c'était, des fois, les clients vous disent, je paye pas pour ça. Calme-toi. Ouais, voilà, calme-toi. Moi, je me rappelle une fois, le Michelin m'a assis avec moi, il m'a dit, Claude, respire, hein. Tu prends des gros risques ici, hein. Je me suis dit, la première année, on a eu la 2e étoile, j'ai dit, allez, on va tout casser. Et des associations, mais des trucs de fous furieux. Et le Michelin, mais l'autre, il m'a remis en place en 2 secondes. Il est venu me revoir le lendemain, il m'a dit, Monsieur Bosy, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai cru que j'avais perdu la 2e étoile. Ah oui. C'était à ce point-là, hein. Bon, après, non, c'était vraiment, ils allaient pas me la donner et me l'enlever tout de suite. Je veux dire, c'était pas aussi mauvais que ça, mais d'un point, vous dire, calme down, prends ton temps, t'es jeune, t'as le temps, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Prends ton temps, tu vas y arriver. Et voilà. Mais là, quand j'ai eu ma 2e étoile, vous mettez une pression que j'avais jamais sentie. Tous les plats que vous faites, tout ce que vous mettez sur table, c'est jamais bon. C'est jamais assez bon. Vous avez ce doute. Et je me rappellerai toujours appeler M. Passard un jour. Et je lui dis, chef, j'arrive pas à cuisiner. Il me dit, pourquoi? J'arrive pas à cuisiner. Tout ce que je fais, c'est pas bon. Il m'a dit, mais Claude, t'as eu la 2e étoile pour ce que tu faisais avant, pas pour ce que tu fais maintenant. Et ça m'a changé. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'il faut se replier sur soi, se faire confiance? Ouais, tout à fait, ouais. Faut pas se forcer. La cuisine, il faut pas se forcer. Ça vient tout seul. Ouais, faut être authentique. Voilà. Qu'est-ce qui vous touche quand vous repensez à ce moment-là parce que vous êtes ému? C'est le fait de l'avoir eu au téléphone, qui vous est conseillé? C'est le fait de comprendre à ce moment-là que vous valez quelque chose? Ouais. C'est ça qui se joue. Ouais. Cet esprit de vous dire, putain, tu peux le faire. Ouais, je suis capable. Ouais. Parce qu'à la fin, tu l'as fait, on était 3 en cuisine, hein. Voilà, on travaillait sur des techniques, on cuisait des grosses pièces de viande, des choses que j'avais appris, que je voulais apprendre et ce qui marchait. On cuisait des turbos entiers ou des demi-turbos, on les filetait à la minute pour les mettre sur assiette. C'était vraiment, c'était un travail qu'on avait fait au départ, qui à la fin qui payait. Mais c'est marrant parce que ce jour-là, alors que vous avez quand même 2 étoiles, enfin d'autres se seraient dit, ok, c'est bon. Vous, là, vous allez chercher, comment dire, une validation parce que vous doutez. Ah oui, tout à fait. Oui. Je doutais, je disais, mais j'arrive plus à cuisiner. Mais ouais. Je n'arrive plus à cuisiner. Tout ce que je fais, c'est pas bon. Mais c'était très bien, peut-être. Et je mettais une pression sur mes gars avec qui je travaillais, qui était ridicule. Et d'un coup, vous comprenez qu'il faut vous faire confiance. Ouais, et il m'a dit, mais Claude, mais t'as pas ce que t'as pour ce que t'as fait maintenant. T'as pour ce que t'as fait hier. Ouais, donc calm down. Fais ce que tu faisais hier et quand t'es content, construis tranquillement. Voilà. Juste relax, fais-toi plaisir. Donc vous allez continuer sur cette route jusqu'à ce que... Je vais voir un copain à Londres et je vois Londres dans Soho, c'était plein de monde. Je dis, je veux ça. Début des années 2000 2007. J'avais passé 10 ans à Ladlo, entre le premier hôtel et le restaurant. 10 ans à Ladlo. Et là, la scène food londonienne, elle commence à s'énerver beaucoup. Il commence à y avoir beaucoup d'adresses. Il y a des super belles tables. Il y avait des très, très belles tables. Il y a Gordon qui venait d'ouvrir son restaurant. Il y a des tables énormes. Et bien sûr, français, arrogants, qui arrivent à Londres. Je vais leur faire voir ce qu'on faisait à la campagne. Je vais tout casser. Et j'arrive et j'ai pris une grosse claque. Attendez, vous arrivez quoi? Vous quittez... Je vends mon restaurant à Ladlo. Okay, ouais. Donc, je vends mon restaurant à Ladlo. Un de mes clients me dit, Claude, si tu veux partir à Londres, j'ai du monde qui te suit, qui peut te supporter financièrement. Et on te suit. J'ai dit, OK. Donc, on est parti comme ça. Je vends mon restaurant. Je mets de l'argent dans mon restaurant à Londres. On fait un partenariat. Et on ouvre le restaurant le jour où les Lehman Brothers se sont cassés la gueule à New York.
Et je me rappellerai toujours, un de mes investisseurs me dit, qu'est-ce qu'on a fait? Stupeur, là, parce que là, le monde entier se dit, on tombe dans la crise financière. Ouais. Les années 80, ça va être la stupeur. Les 90 reviennent, une catastrophe. Et on a ouvert, et puis ça a bien marché. Mais moi, en me disant, ouais, je vais leur faire voir ce qu'on faisait à Londres, vous arrivez, c'est jeune. Ouais, super. Et j'ai pris une grosse claque, mais grave. Ça marchait pas. Ça prend pas. Tous les guides qui nous suivaient à la campagne nous ont mis en place, mais tout de suite, en disant, c'est pas bon. Mais attendez, il faut qu'on comprenne un truc. Est-ce que c'est différent de ce qu'on faisait à la campagne, ou est-ce que c'est parce qu'on était à la campagne que les guides étaient plus indulgents? À mon avis, c'était différent. Je faisais quelque chose qui était pas moi. Quand on revient sur ce que je disais au départ, I was trying too hard. Et j'étais pas naturel. Ouais, vous êtes arrivé gonflé, on vous disait, allez, là, on va... Voilà, plein d'ego. On était un groupe de copains en Angleterre où on est à la campagne et tout le monde avait 1 ou 2 étoiles. On était ce groupe de potes. On critiquait toujours la ville. Moi, j'étais le premier à descendre sur Londres et je dis, je vais essayer. Et je suis arrivé, une grosse claque. En Angleterre, vous avez 3 gros guides. Vous avez le Michelin, bien sûr. Vous avez le Good Food Guide, qui était dans le temps très important pour les gens qui venaient de la campagne. Et le AA. On avait 4 rosettes sur 5 à la campagne, 8 sur 10 dans le Good Food Guide. Tout se passait bien. Et on ouvre et le AA me dit, non, Claude, t'es 3. Juste 3 rosettes. Je dis, putain. Je dis, vous rigolez quoi? Je fais la même chose. Il me dit, non, c'est pas la même chose. Non, c'était 3 rosettes. Okay. Le Good Food Guide, on avait 8, il me donne 5. Je dis, fuck. Entre-temps, je perds ma femme, qui dit, je veux pas être à Londres. Elle décide de rentrer. Donc, on est en instance de divorce. Elle prend ma fille avec et elle part. Je me retrouve à Londres, tout seul. Ma femme part, ma fille part avec elle. Je me retrouve dans ce restaurant au milieu de mes fers et le Michelin arrive. Et je me rappellerai toujours pendant le service, je reçois un appel du Michelin. C'était Derek Boulmer. Il m'appelle, il me dit, Claude, je voulais t'appeler toi-même. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour la 2e étoile. On te donne une étoile Raising 2 Star. Mais à la fin, quand vous avez 2, une étoile Raising 2 Star, même en 3 mois, c'est pas 2. Hein. Je dis, Monsieur Boulmer, j'aurais préféré que vous ne me mettiez pas dans le livre. Il me dit, Claude, dis pas ça fait 2 mois que tu es ouvert. Je crois que t'as fait un bon boulot en 2 mois. Je dis, OK. J'étais complètement broken. J'ai utilisé la force de ce divorce pour mettre cette énergie dans le bois. J'ai dit, OK, je vais leur faire voir ce que je peux faire. Et l'année d'après, on a récupéré la 2e étoile. De la difficulté, c'est ça? C'est parce que la force d'une épreuve, c'est pas toujours évident, quoi. Là, vous êtes dans une épreuve où vous dites, OK, puisque c'est comme ça. J'avais rien d'autre. Et là, vous êtes en position un peu comme Lewis Hamilton en ce moment, oui. Vous avez le potentiel, à vous de le faire voir. Parce qu'à la fin, vous avez pris des risques, vous avez perdu des gens dans votre vie. C'est à vous de vous battre et de faire voir aux gens que vous n'avez pas fait une erreur. Dur, là. Ouais. Mais c'est dur, mais en fait, c'est une motivation énorme. Ah ouais. Bon, après, c'était 12 mois en cuisine, c'était pas gentil, c'était pas beau. Je veux dire, c'était dur. Très, très dur. Je venais de bonne heure le matin, je partais tard le soir. Vous savez, 6h à 18h ou à dormir sur votre banquette en salle. Voilà, je l'ai fait. Mais je l'ai fait parce que j'avais rien d'autre à côté, parce que ma femme était partie. Et je voulais faire voir aux gens que j'avais pas fait une erreur. Vous savez, quand vous êtes un grand poisson dans un petit vase et dans un petit récipient, là, j'étais un petit poisson dans une grande mer. Et c'était pas facile. Donc, je me suis battu et j'ai récupéré la 2e étoile l'année d'après. Vous avez la 2e étoile, vous recommencez à prendre un peu de liberté, la pression est partie. Et quand Derek Boulmer m'appelle, il me dit, Claude, now you part of a big boy. Et ils m'ont dit que j'étais le seul à avoir fait de la campagne à Londres à récupérer cette 2e étoile. Personne ne l'avait fait encore dans le temps. Je sais pas s'ils l'ont fait maintenant, mais dans le temps, j'étais le premier. Et ouais, voilà, vous avez votre stamp est là. Les autres guides étaient importants, mais pour moi, c'est le Michelin. Bien sûr, ouais. Et moi, le Michelin m'a supporté et m'ont mis la 2e étoile. Et après, ça a changé, voilà. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'essaie d'être le plus réalistique possible. Et un jour, en 2016, j'arrive devant mon restaurant, à Hibiscus. Je le regarde et je me dis, mon loyer va augmenter dans quelques années. Dans 1 an ou 2, je crois que j'étais dû sur Airbnb Revue. J'ai dit, où c'est que je vais être dans 2 ans ou 5 ans? Et j'ai dit, je serai mort. Je serai plus là. Je pourrais plus le garder vivant. Donc je rentre, ma femme Lucie, avec qui on a marié. J'ai dit, Lucie, je vais vendre le restaurant. Elle me dit, ça va pas quoi? J'avais racheté mes partenaires déjà, donc j'étais tout seul. J'ai dit, on va vendre le restaurant. Elle me dit, mais on a un bon boulot, le restaurant marche bien, on vient d'avoir un gamin. Non, je dis, il faut vendre. Je veux vendre, je veux un nouveau challenge.
J'avais rien. Et puis, j'ai un gars que je connais d'une compagnie de restaurant qui me dit, Claude, j'ai un client qui est intéressé par ton site. Et je lui donne un prix. Je lui dis, s'il me donne ça, je lui donne les clés avec la mise en place dans le frigo, je m'en vais tout de suite. Il me dit, OK. Il me dit, il est intéressé. J'appelle le Michelin. Je dis, voilà, juste pour vous dire, je vends le restaurant. Je serai pas là l'année prochaine. Merci de nous tenir au courant. Voilà, bonne chance. On viendra vous voir quand le restaurant se vend. Entre-temps, ma femme reçoit un email d'une compagnie de PR Company. Elle me dit, voilà, on recherche un consultant pour Bibendum, le Michelin Building. Je dis, OK, ça peut nous faire un peu de rentrée d'argent. On va aller voir. J'y vais, mais c'était un cauchemar. C'était une maison, un immeuble magnifique, mais à l'intérieur, c'était un désastre. Et je dis, non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui était craigné? L'endroit il tombait en morceaux, vous voyez. C'était, le personnel en avait rien à foutre. C'était vraiment, c'était Sir Terence Conran qui avait cet immeuble. Mais c'était des managers qui s'en foutaient. Il était pas là, monsieur Conran, donc il s'en foutait. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, non, ça m'intéresse pas. Et sur tous les cuisiniers qu'ils ont eus, j'étais le seul à avoir dit non. Je reçois un email de Sir Terence et qui me dit... Ah oui, carrément. Ah ouais. Il me dit, est-ce que c'est possible qu'on se rencontre? Il faut le replacer, hein, cet homme. Sir Terence Conran, ouais. Légende. Quand même. L'inventeur d'Habitat. Ouais. Et puis, après, j'ai appris à le connaître vraiment bien. C'était la personne qui a amené la première machine à café en Angleterre. Une personne énorme, que j'ai beaucoup apprécié. J'étais beaucoup triste quand il est parti. Et donc, lui, il se dit... Il y en a un qui dit non. Ouais. Ouais. Je vais aller le voir. Voilà. Et il m'a demandé de venir chez lui. Donc, ma femme, on va voir Sir Terence Conran. Moi, je ne connaissais pas très peu. Ouais. Donc, j'ai dit oui, on va aller voir. On va chez lui. On va dans son appartement à Battersea, dans Londres. Il me dit, voilà, il y avait lui et l'autre propriétaire de l'immeuble. Il me dit, Claude, tu peux nous dire pourquoi tu as dit non? Je dis, même sœur, c'est un cauchemar, votre endroit. Je lui dis, moi, faire de la consultance pendant 6 mois, vous allez me payer tous les mois, mais dans 6 mois, ça sera toujours la même chose. Et je me rappellerai toujours, Lucie était là, et je lui dis, et j'en avais pas parlé avec Lucie. Et je lui dis, si vous voulez, j'ai eu une offre sur Hibiscus, que j'ai acceptée. Elle était au courant qu'on vendait. Hein. J'ai eu une offre sur Hibiscus, si vous voulez, je rachète le restaurant. Il m'a dit, Claude, le restaurant, je peux pas te le vendre, parce que c'est quelque chose de très personnel à moi et à Michael, qui était, mais par contre, si tu veux acheter des parts, sans problème. Et ça s'est fait comme ça. Et on a discuté, moi, après, du moment où j'ai dit oui, tout le moment, et je me rappellerai toujours, au jour où il m'a serré la main, il s'est levé avec sa canne. Il a traversé son séjour. Il y avait cette grosse boîte de cigares à la fin. Il a ouvert, il est cherché 2 cigares. Il s'est rassis à table à 10h. On a allumé un cigare. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Quand j'ai repris Bibendum, le journaliste m'a dit, you're going to show off? C'est non. Non, je vais cuisiner ce que je veux faire. Je suis libre. J'avais trouvé un endroit qui me plaisait. Parce que Hibiscus était super, mais Hibiscus était un restaurant sans fenêtre. Donc, vous savez, quand vous êtes jeune et vous voulez toujours plus, vous changez. Votre cuisine change, vous changez le décor. J'étais pas heureux dans mon endroit. Et quand je suis rentré dans le Michelin Building, dans Bibendum, je suis tombé amoureux tout de suite. C'est un bâtiment qui est particulier, c'est un endroit qui est particulier. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne le connaîtraient pas, vous pouvez le décrire tel qu'il est en tout cas aujourd'hui, par exemple? C'est un immeuble de 1910 qui est très art déco avec des vitraux magnifiques. C'est théâtral, c'est très impressionnant. Des vitraux magnifiques. Ouais. C'est un endroit vraiment magique, une lumière qui est énorme. Même vous avez le soleil qui traverse les vitraux à midi. Votre table a changé de couleur par rapport aux vitraux. C'est vraiment un endroit vraiment exceptionnel. Et quel est le lien entre cet endroit et le Michelin? C'était les anciens bureaux de Michelin. Ouais. Donc c'est très marqué. Tout à fait. Et qui n'avaient jamais vu une étoile. Ils n'avaient jamais eu une étoile dans cet immeuble. Et Simon Hopkinson, qui avait ce restaurant dans les années 80, avait fait un travail énorme qui avait amené la réputation du Bibendum. C'était vraiment, donc ils changeaient les pneus au rez-de-chaussée et les bureaux étaient en premier. Ouais. C'était les bureaux de Michelin. Et quand j'ai repris, on a repris en 2016 et en 2017, mai 2017, et on a pris la 2e étoile en janvier 2018. Claude Bossy, le fast runner, là. Il prend et un an après. Voilà. Mais pareil, parce que c'était une cuisine de liberté. Mais racontez-moi, juste avant qu'on aille dans cette cuisine-là, comment on fait pour reprendre un endroit quand au premier abord on s'est dit je n'en veux pas?
Qu'est-ce que vous avez changé quand c'est devenu en partie le vôtre? Par quoi vous avez commencé la métamorphose de ce lieu dont vous ne vouliez pas à l'origine? Donc, j'ai fait partir pas mal de personnel qui étaient là depuis 20 ans, qui voulaient plus rester, qui étaient là juste parce qu'ils étaient confortables. On a refait l'endroit. On a remis un endroit, on a refait les cuisines. La salle, vous pouvez pas la toucher, elle était magnifique. Donc, on a refait un peu à droite et à gauche. Et puis après, voilà. Après, c'était l'endroit où vous n'avez pas besoin de toucher beaucoup. C'était vraiment de mettre cet esprit aux gens qui travaillaient dans l'immeuble. Parce que c'est 2 restaurants. Il y avait le restaurant crustacé au rez-de-chaussée et le restaurant gastronomique au premier étage. C'est faire comprendre que c'est un endroit magnifique, les gens veulent venir. Et vous n'êtes pas sérieux, ça sert à rien de rester. Et puis après, voilà, vous êtes là, vous bossez, les gens bossent avec vous. À mon avis, c'est ce qui leur manquait, c'était un leadership. Il manquait quelqu'un qui voulait quelque chose pour cet endroit. Et on s'est construit une équipe, et puis on a bossé dur. Et vous avez pas refait la même erreur d'arriver en voulant montrer les bras? Non, au contraire, complètement à l'opposite. Parce que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, ça fait quand même 10 ans que j'étais à Londres. J'avais pas besoin de montrer quoi que ce soit. Je savais pour moi ce que je pouvais faire et ce que je voulais faire. Donc à la fin, on s'est basé c'était un immeuble français, donc on s'est rebasé sur une cuisine française, un peu avec des twists, mais une cuisine française. Et on se fait plaisir. Voilà. Ça vous dérange pas de mettre les heures, ça vous dérange pas de venir le matin à 5 heures faire votre feuilletage. J'avais mis une rôtisserie. On arrivait sur ce niveau de rôtisserie. Je voulais cuire des pièces sur la rôtisserie, on cuisait des volailles, c'est vraiment sympa. Mais vous voyez, je m'aperçois qu'avec le temps, vous voulez toujours la qualité, ça change rien, mais vous voulez vous ramener sur les bases. Un jour ou l'autre, je ferai ce que ma mère avait. C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a quand même une boucle qui s'opère et finalement, on en revient toujours. On épure un petit peu, on enlève tout ce qu'on a voulu rajouter pour montrer, et au final, on va vers une sorte d'épure. Et plus que ça, on revient à l'origine, à la racine. Tout à fait. Comment vous suit dans cette ligne? Comment c'est pris et comment le public, là-bas, en Angleterre, à Londres, vous suit justement dans cette ligne qui est la vôtre puisqu'elle s'inscrit depuis des années dans cette adresse désormais? Vous savez quoi? Je m'en suis aperçu avec les bistrots qu'on vient d'ouvrir. Où les gens, en fait, savaient pas que vous pouviez faire une cuisine simple. Une cuisine de bistrot. Et avec ma femme, on a ouvert ces petits bistrots, ce bouchon et cette brasserie qui est énorme. À Londres. À Londres. Je le précise, parce qu'un bouchon... Oui, un bouchon lyonnais dans le centre de Chelsea. Et alors quoi, c'est à Val-de-Canu et tout? Tout à fait. Carrément. Les quenelles de brochet, on fait notre saucisson brioché, on a nos andouillettes de chez Bobos à Lyon. Trop bien. Ah ouais, vraiment partir sur une cuisine de chez moi. Et par rapport à ça, vous voyez que les gens ils vous font confiance. C'est pas que du restaurant étoilé, c'est du bistrot. C'est un bib gourmand qui est super, j'étais très content. C'est tout basé sur des super sauces. Une cuisine que ma mère faisait, vous voyez. Et après, je pense que vous pouvez faire cette cuisine gastronomique de haut niveau. Je ne vais pas utiliser le mot fine dining parce que je trouve que c'est ridicule, mais une cuisine gastronomique de haut niveau. Ça peut être une cuisine gastronomique de bistrot, hein, ça change rien, c'est des beaux produits cuisinés comme il faut. Mais je pense que je vais revenir à ça un jour. Je pense qu'un jour, je vais revenir à une simplicité. Simplicité, toujours de haut niveau, 2 étoiles si c'est possible, plus si c'est possible, whatever, ou même 1 étoile, mais au moins être content chez moi. Être content de ce que je fais. Avec un menu 3 plats, une entrée, un plat, un dessert, ou une entrée, un plat, un poisson, voilà. Très, très simple, qui va changer par rapport au marché, tous les mois ou toutes les 3 semaines. Ça dépend quand vous avez les asperges, vous avez au meilleur du temps. C'est pas facile quand vous avez une carte quand même. J'aime pas le menu dégustation. Je suis pas un fan de menu fixe dégustation. Pourquoi? Parce que ça prive les gens d'une liberté ou... Ça vous enlève votre créativité. Parce que vous pouvez pas changer tout le temps. Il y a un moment où il vous faut quelqu'un dans un endroit, il va travailler sur les plats, mais c'est pas vous. Je veux retourner sur cette liberté de cuisine. Où c'est ce qu'on est à la fin. On est des cuisiniers, on n'est pas des... Je suis un chef cuisinier, voilà. Vous voulez faire. Voilà. Je veux mettre... ce carré de veau sur la rôtisserie et le servir je veux être possible de servir ce gros poisson, faire voir au table, c'est ce que vous allez manger ce soir. Et ce que j'ai appris avec M. Passard, ce que j'ai appris avec ma mère. C'est ce que j'allais dire, parce que mine de rien, dans tout ce qu'on se dit là, on est en train de renouer avec cette carte qui était proposée dans le premier resto de vos parents, quoi. Tout à fait. C'est ça que vous cherchez à rendre depuis le début, ouais. À rendre hommage à vos parents. Ouais.
C'est pas rien. Non, c'est super. Puis si vous avez la possibilité de le faire, c'est énorme. Et vos enfants, là-dedans, vous leur racontez des choses de votre cuisine, comment ils l'aperçoivent, est-ce que ça les influence, est-ce que ça leur parle? Parce que vous, on sent que vos parents, c'est la clé de voûte de votre histoire, que finalement, il y a aussi une envie de leur rendre ce qu'ils vous ont donné, ce qu'ils vous ont appris, ce qu'ils vous ont permis de faire. J'ai 3 enfants. J'ai une fille de 5 ans, un garçon de 11 ans et une fille de 19. Ma fille a décidé de prendre une année. Je suis très émotionnel là pour des enfants, mais ma fille a décidé de prendre une année de sabbatique entre l'école et l'université. Et elle voulait essayer le métier. Donc je lui dis, Paige, elle me dit, Dad, I don't want your help. Je veux pas que tu m'aides. Je veux le faire tout seul. Attendez, c'est comme si on vous mettait un coup de pied entre les jambes. Hein. Ça fait mal. Hein. Quand vous essayez de construire quelque chose de manière à pouvoir protéger vos enfants, et qu'ils vous disent... Eh oui, mais c'est dur dans le métier, c'est la fille d'eux, donc on peut la comprendre aussi. Ouais, c'est pas elle facile. Elle peut exister par elle-même. C'est pas facile. Hein. Et attends, père, comment ça? Ouais. J'ai dit, ok. Go for it. Et je suis allé la voir, elle est en Irlande en ce moment. Et elle s'est trouvée un boulot dans un petit restaurant, super. Il fait une cuisine super naturelle, très très bonne. Et elle retourne à l'université au mois de septembre, parce qu'elle a décidé que le métier, c'était pas pour elle. Mais c'est pas plus mal, en fait, si elle a le temps. Et elle a trouvé son boulot, elle a trouvé son appartement, elle vit avec un copain. Et je dis pas, you have make me so proud. Hey. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dedans? Parce qu'à la fin, vous essayez de protéger vos enfants, vous essayez de leur donner ce qu'il faut. Mais quand vous avez votre enfant qui le fait tout seul et qui travaille avec votre mentalité, vous savez que vous avez réussi. Trop beau. Vous avez réussi. Merci, chef. De rien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en débutant l'interview, je vous racontais ce que j'avais dit au chef. Je l'avais prévenu, à chaque fois que je suis venu dans cette salle, il s'est passé quelque chose. Et même si vous n'aviez pas l'image, sûrement l'avez-vous entendu à plusieurs reprises dans cet entretien, et de part et d'autre des micros, je vous l'avoue, on a retenu comme on a pu quelques larmes. Et il y a de quoi avoir le cœur gonflé quand on découvre ce genre d'histoire. Les difficultés, la solitude parfois, les moments de doute, et plus encore que l'histoire, il y a de quoi avoir le cœur gonflé quand on comprend de quoi le chef nourrit son geste. Pourquoi il fait tout ça. Cette série, je l'ai créée précisément avec cette idée, comprendre ce qui fait la fibre d'un cuisinier, découvrir la racine qui nourrit l'intention, d'où vient l'envie, l'idée, la force d'avancer, et même la créativité. Car je suis convaincu qu'on dresse comme on est. Et Claude Bosi parle du cœur par la main. Et finalement, depuis toujours, dans sa cuisine, il parle des siens. Il parle de ses parents, il parle à lui, enfant, il parle aujourd'hui à ceux qui grandissent avec son nom. Merci, chef, d'avoir éclairé ainsi cette carrière, ce chemin, d'avoir dit justement ce qui porte votre main. La prochaine fois qu'on se voit, promis, ce sera sur Fulham Road, 81, au cœur de Londres, à la table de Bibendum. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette histoire que j'ai eu à la découvrir. Je vous connais, je suis sûr qu'elle vous a touché. Allez, venez, on réserve un wagon et d'un coup d'Eurostar, on va tous dîner à Londres. Mettez une note. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait sur ce podcast, on a besoin sur chaque plateforme de ce coup de pouce pour faire connaître notre travail et le développer. Merci de votre soutien, ravi de faire ainsi perdurer cette grande aventure qui nous donne à tous la chance de faire de si belles rencontres. Vive la cuisine, vive la gastronomie, vive les chefs qui la rendent vibrante, vivante et passionnante. À très vite les amis. Salut!